Bonjour à tous. Devant le succès de nos premiers podcasts et votre enthousiasme à suivre ceux du docteur Thierry Hertog, nous sommes vraiment ravis de poursuivre cette aventure des paroles d'experts Energetica Natura. 2 mardis par mois, retrouvez des experts en médecine fonctionnelle, que ce soit en hormonologie, en santé digestive, en santé métabolique et bien d'autres encore. Ces paroles d'experts sont pour vous, professionnels de santé, experts ou débutants, une occasion unique d'approfondir vos connaissances et d'avoir accès à une grille de lecture différente par rapport à votre pratique actuelle. Cet outil vient enrichir notre offre de formation académique proposée sous forme de webinaires, d'ateliers digitaux, de tables rondes et de masterclass scientifiques pour jour après jour vous accompagner de façon personnalisée au plus près des attentes de vos clients et patients. Restez connectés et retrouvez nos paroles d'experts sur les grandes plateformes d'écoute, YouTube, iTunes, Spotify et SoundCloud, et bien sûr sur notre site web, rubrique Académie. À bientôt! Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour notre podcast Paroles d'experts d'Energetica Natura. Aujourd'hui, je reçois le docteur Julien Puchois, un fidèle de nos podcasts. Il est médecin généraliste, spécialisé en médecine fonctionnelle, et un de ses domaines de prédilection est l'équilibre hormonal. Aujourd'hui, il a choisi de nous parler d'une problématique de plus en plus courante, pour laquelle beaucoup de femmes sont dans une véritable errance médicale. On va parler de l'endométriose. Bonjour Julien, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Tu as souhaité parler endométriose. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu les caractéristiques de cette pathologie complexe et multifactorielle ? Encore une fois, merci pour l'invitation, c'est un plaisir de revenir. Donc l'endométriose, oui, c'est une pathologie en fait qui est caractérisée par la présence de tissu endométrial en dehors de la cavité utérine. Et donc c'est une pathologie multifactorielle et donc c'est la raison pour laquelle c'est intéressant de l'aborder en médecine fonctionnelle. Donc on a plusieurs origines possibles, ce qu'on appelle la régurgitation menstruelle. Donc c'est le reflux des cellules de l'endomètre dans la cavité péritonéale via les trompes. On peut avoir des origines génétiques. On peut également avoir des facteurs immunitaires, c'est-à-dire que la femme aura du mal à éliminer les cellules justement qu'on appelle ectopiques, c'est-à-dire en dehors de l'endroit où elles devraient être. On a évidemment une origine hormonale. Souvent les femmes sont en hyperœstrogénie et donc elles ont un déséquilibre entre leurs œstrogènes et la progestérone. Il y a très souvent de l'inflammation, donc avec des cytokines inflammatoires, des prostaglandines. On aura du stress oxydatif avec des radicaux libres. Et évidemment on a un rôle environnemental très important. On en parle de plus en plus, les pesticides, les perturbateurs endocriniens. Alors, les perturbateurs endocriniens jouent donc un rôle important aussi dans le développement de cette endométriose. Est-ce que certains sont plus incriminés que d'autres et jouent un rôle encore plus important sur le développement de l'endométriose? Alors là, on va voir, il y a une sacrée liste. Donc d'abord, je vais redéfinir ce qu'est un perturbateur endocrinien. Donc c'est une substance qui possède des propriétés qui va être susceptible d'induire une perturbation endocrinienne dans un organisme. Alors chez l'organisme lui-même, mais aussi chez ses descendants. Il y a des spécificités toxicologiques des perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire que certains peuvent être plus toxiques à faible dose qu'à forte dose. On a une fenêtre de vulnérabilité. Vous doutez bien qu'évidemment la grossesse est une période de vulnérabilité, mais aussi chez le nourrisson, mais aussi la puberté et la ménopause. Il y a un effet cocktail, ce qui est assez ahurissant. 1 plus 1 égale 10. Et il y a un effet transgénérationnel, et là accrochez-vous bien, les perturbateurs endocriniens se transmettent sur au moins 3 générations, et même 4, selon Dr Christian Vello. Alors, les perturbateurs endocriniens les plus associés à l'endométriose, je ne vais pas tous les citer, c'est pas le but, mais on retrouve donc le bisphénol A que tout le monde connaît, les phtalates, les dioxines, les PCB, donc polychlorobiphényl, on a les pesticides organochlorés dont le DDT, et on a aussi les parabènes. Est-ce que tu peux expliquer le mécanisme d'action toxique de ces perturbateurs endocriniens? Oui, alors je vais essayer de faire assez simple. Donc il y a plusieurs mécanismes d'action. Ils vont en fait venir déjà perturber le signal hormonal, c'est-à-dire qu'ils vont imiter ou ils vont bloquer les hormones naturelles et notamment dans le cas présent les œstrogènes. Donc ils vont agir comme ce qu'on appelle des xénoœstrogènes, c'est-à-dire qu'ils vont augmenter l'activité des récepteurs aux œstrogènes, mais ils vont aussi venir perturber les récepteurs à la progestérone. Et tout à l'heure je vous ai parlé de balance entre les deux. Ils vont provoquer de l'inflammation, donc via les cytokines inflammatoires, ils vont provoquer du stress oxydatif en générant des radicaux libres, mais en même temps ils vont diminuer la capacité antioxydante de l'organisme. On a également des mécanismes d'action au niveau de l'épigénétique, donc on aura une altération de la méthylation de l'ADN, et on aura une augmentation de l'expression des gènes pro-œstrogéniques et pro-inflammatoires, donc ça va vraiment moduler l'expression de nos gènes.
Ça, c'est important, c'est pour ça qu'on parle d'épigénétique. On aura également une altération immunitaire, c'est-à-dire qu'on aura des mécanismes immunitaires de reconnaissance et de destruction qui vont être perturbés. On aura les cellules qu'on appelle natural killers qui vont jouer un rôle donc de première défense qui vont moins bien fonctionner. Et on aura, comme je l'ai dit tout à l'heure, une perturbation du développement embryonnaire. Via ces mécanismes, on peut donc dire que les perturbateurs endocriniens ont un effet direct sur le développement de l'endométriose, avec d'autres éléments, mais ils contribuent vraiment au développement de cette pathologie. Complètement. Complètement, donc c'est quoi la conséquence? C'est que donc il y aura une prolifération accrue de tissus endométriosiques, donc comme je l'ai dit, en dehors de la cavité utérine. Ça va provoquer, on le sait, des douleurs chroniques via l'inflammation et le stress oxydatif. Ça va venir sensibiliser les nerfs périphériques et donc plus de sensibilité. Ça va avoir comme conséquence l'infertilité, dont on va parler plus tard. Donc ça va perturber l'ovulation, donc l'endomètre sera moins réceptif. Ça aura également un effet direct sur la qualité des ovocytes de la femme, mais aussi une altération sur la qualité des embryons. Et donc, le problème de ces perturbateurs endocriniens, c'est qu'ils sont omniprésents dans l'environnement, mais leur impact va quand même dépendre de leur concentration, de leur persistance et surtout de la fréquence d'exposition. Alors, quelles sont les sources? En fait, vous allez voir qu'il y en a partout, notamment dans l'alimentation. On considère quand même qu'il y en a dans 80% de l'alimentation, ce qui est assez énorme. Donc, vous allez retrouver du fameux bisphénol 1 dans les plastiques dont on parle beaucoup. Vous allez trouver les pesticides et les herbicides dans les fruits et dans les légumes non bio. Vous allez retrouver les phtalates dans les emballages plastiques alimentaires. Vous allez retrouver les dioxines dans les graisses animales. Vous allez retrouver des perturbateurs endocriniens dans les cosmétiques et produits d'hygiène, dans les produits ménagers, dans les textiles, dans l'air intérieur, dans les eaux contaminées, mais aussi dans certains médicaments et certains dispositifs médicaux, donc en résumé, partout. Voilà, en fait, les perturbateurs endocriniens sont partout, dans l'air qu'on respire, dans l'eau qu'on boit, dans les aliments qu'on met dans notre assiette. Qu'est-ce qu'on connaît aujourd'hui pour les éviter? Est-ce qu'il y a quand même des choses qui ont fait leur preuve pour justement limiter notre exposition aux perturbateurs endocriniens? Bien sûr, donc l'idée, c'est pas non plus de paniquer, de se dire qu'on est foutu. On peut faire des choses, on en parle beaucoup, mais vous doutez bien que limiter les plastiques sera assez important. Donc on a les alternatives, le verre, l'inox, etc. On parle beaucoup de manger bio pour une bonne raison, hein, puisqu'il y a moins de pesticides, moins d'additifs. Importance de choisir aussi des produits certifiés avec des labels éco-responsables, notamment pour les cosmétiques. Donc surtout là, on parle des femmes, donc les cosmétiques très importants. Mais c'est aussi important pour certains textiles, certains produits ménagers, même parfois certains produits que vous achetez, des canapés, bien les aérer quand vous les achetez, etc. Il faut évidemment bien aérer l'intérieur, parce qu'on dit toujours que l'extérieur est pollué, certes, mais à l'intérieur, si vous utilisez des produits ménagers toxiques, eh bien si vous n'aérez pas, les produits toxiques restent en suspens. On a parlé d'eau, ça c'est très important. Moi, tous mes patients, je leur dis filtrez votre eau. Donc il y a plein de choses possibles. Filtre à gravité, les fils qu'on installe directement sur ses robinets à la maison. Important donc de bien choisir ses cosmétiques. Maintenant, j'en parle de plus en plus à mes patients, importance de bien choisir son matériel de cuisson et donc notamment les poêles, faire attention les revêtements anti-adhésifs quand vous grattez, ça c'est catastrophique, donc privilégier des matières un peu plus naturelles, l'inox, l'acier, etc. Donc c'est important. Donc on voit vraiment que ces perturbateurs endocriniens ont leur part de responsabilité sur le développement de l'endométriose. Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres et un petit peu l'incidence de l'endométriose sur la population aujourd'hui? Alors maintenant, on connaît bien la prévalence, on estime que l'endométriose touche 10% des femmes en âge de procréer, ce qui est quand même beaucoup. Ça concerne 30 à 50% des femmes infertiles. L'âge du diagnostic est situé entre 25 et 35 ans. Et par contre, ce qui est assez effrayant, c'est que le délai médian de diagnostic, c'est quand même 7 ans. Ce qui, pour moi, est beaucoup trop long. 7 ans d'errance médicale, en effet, dans la vie d'une femme, Mm. c'est considérable. Cela vient peut-être du fait que beaucoup de signes ne soient pas spécifiques. Est-ce que tu peux nous rappeler les principaux signes qui doivent, de façon quasiment systématique, faire penser à l'endométriose, vraiment les signes incontournables qu'on va retrouver systématiquement? Bien sûr. Donc, pour moi, au premier plan, il y a vraiment la douleur. Alors, douleur sous plein de formes différentes, surtout sur différentes localisations. Il y aura évidemment ce qu'on appelle la dysménorrhée, c'est-à-dire la douleur pendant les règles, mais aussi douleur à l'ovulation. On va trouver une femme qui aura des douleurs pelviennes, donc vraiment le bas de la ceinture chronique. C'est une femme qui peut aussi avoir des douleurs pendant les rapports sexuels. On peut avoir aussi des femmes qui ont des douleurs lorsqu'il y a l'urine. Aussi, on va avoir des douleurs à la défécation et aussi parfois des douleurs lombaires.
On retrouve en signe finalement malheureusement l'infertilité, c'est 30 à 40% des cas. On a d'autres symptômes, la fatigue chronique, et alors quelque chose qu'on retrouve très souvent pour moi, il y a quasiment systématiquement des troubles digestifs associés, divers et variés, ballonnements, troubles du transit et autres. Et on retrouve évidemment des saignements anormaux. Et donc pour la femme qui va être en hyperœstrogénie, on va retrouver souvent des saignements abondants. Alors, comment je vais faire le diagnostic? Évidemment, en questionnant déjà ma patiente, donc rechercher ces fameuses douleurs qui sont en lien avec le cycle et donc rechercher tous ces symptômes que je viens de citer. Au niveau biologique, moi j'aime bien faire un bilan hormonal complet, troisième jour du cycle, œstradiol, FSH, LH, SHBG. J'aime bien faire un bilan post-ovulatoire, œstradiol, progestérone. Et donc pour moi, j'en parlerai à la fin, mais c'est important pour moi que la femme soit capable de s'observer, notamment grâce à sa glaire cervicale. J'aime bien regarder aussi les androgènes, donc testostérone, androstendiol, DHEA. Évidemment, on revient toujours à la fameuse thyroïde et au surrénal. J'en ai parlé dans le podcast précédent, importance de vérifier la détoxification des oestrogènes, parce que comme je l'ai expliqué souvent, la patiente est en hyperœstrogénie. Important de regarder aussi la méthylation avec l'homocystéine. Importance de regarder les acides gras et notamment les oméga 3. Importance de regarder le stress oxydant. Là, on a plein de marqueurs, notamment le cholestérol oxydé. Le grand classique, regarder la vitamine D et le magnésium. Et je parlais tout à l'heure des problèmes digestifs. Eh bien, parfois, je suis amené à faire un microbiote ou ce qu'on appelle l'analyse des métabolites organiques urinaires. Et enfin, au niveau de l'imagerie, l'échographie pelvienne peut être intéressante, mais on ne détecte pas systématiquement les lésions d'endométriose. Et alors, l'examen, le gold standard, donc le plus fiable, c'est l'IRM pelvienne. Alors une fois que le diagnostic est posé, après ces 7 ans d'errance thérapeutique, on espère qu'avec toutes ces connaissances, le diagnostic sera posé beaucoup plus rapidement. Est-ce qu'il existe un traitement de référence pour accompagner les femmes qui ont cette endométriose? Alors, on va parler de l'approche, on va dire, conventionnelle, de ce qui est recommandé par les sociétés, notamment de gynécologie. Alors, on a évidemment les traitements symptomatiques, anti-inflammatoires, antalgiques. Et alors, souvent, ce qu'on va proposer, c'est en fait de mettre au repos les ovaires. Donc, on va mettre en place une pilule œstroprogestative. Donc, la femme, c'est intéressant, elle va faire moins d'œstrogènes. Mais le problème, c'est que dans ces pilules, on a de l'éthinyl œstradiol qui est encore plus puissant que les œstrogènes naturels. Donc, ça, c'est un problème. On a une autre technique qui est d'administrer des microprogestatifs. Donc, le problème, c'est que on apporte de la progestérone, mais si la femme produit trop d'œstrogène, elle va toujours continuer à en fabriquer trop. C'est intéressant malgré tout parce que ça peut agir sur la muqueuse utérine et sur les lésions d'endométriose qui seront donc moins épaisses. Ça peut freiner l'ovulation chez certaines femmes, mais pas chez tout le monde. Et alors là, on a un traitement qui est encore plus évolué, qui est un peu plus radical, c'est les analogues de la GnRH. Et donc la GnRH, c'est au niveau du cerveau. Et donc, en administrant cet analogue de la GnRH, l'hypophyse va être désensibilisée. Et donc finalement, elle ne va plus réussir à fabriquer de la FSH et de la LH. Et donc, on n'aura plus d'œstrogène. Et donc, la femme va être en sorte de ménopause artificielle. Donc, certes, il n'y aura plus forcément de douleur d'endométriose et il n'y aura plus cette hyperœstrogénie, mais donc dans ces cas-là, la femme se retrouve confrontée à un autre problème, à savoir une ménopause artificielle, et son corps n'a pas eu le temps de se préparer, donc on a des femmes de 40 ans ménopausées, ce qui pose problème. Donc on voit que cette approche conventionnelle peut apporter un certain confort, mais certaines problématiques persistent et dans le confort quotidien des femmes, tout n'est pas réglé. Comment la médecine fonctionnelle et intégrative peut-elle justement apporter ce confort supplémentaire et améliorer la qualité de vie des femmes qui présentent une endométriose? Alors comme je le disais, comme c'est une pathologie multifactorielle, c'est pour ça que la médecine intégrative est intéressante. Donc au niveau de l'approche fonctionnelle, toujours pareil, on redémarre par la base, à savoir l'alimentation, et donc importance d'avoir une alimentation anti-inflammatoire. Et d'ailleurs, je le rappelle que c'est maintenant admis que l'endométriose est une maladie inflammatoire. Donc importance d'avoir une alimentation anti-inflammatoire, donc riche en oméga 3, polyphénol, donc légumes verts, fruits rouges, donc des légumes et fruits de toutes les couleurs. Il faut réduire les sucres raffinés, les graisses transformées, les graisses trans, et attention à ne pas consommer trop d'oméga 6 qui sont potentiellement inflammatoires. Au niveau du gluten, ce qu'on en parle beaucoup, gluten et produits laitiers, ce que je peux vous dire sur le gluten, c'est qu'une étude qui a été faite sur 156 patientes a montré quand même une diminution des douleurs après un an, de diète sans gluten. Donc c'est quand même pas rien.
Au niveau des compléments alimentaires, puisqu'on parle d'inflammation, on va parler du curcuma qui est vraiment anti-inflammatoire par excellence, mais qui est aussi antioxydant, mais qui module aussi le microbiote. Dans une étude, il a montré une réduction des douleurs d'endométriose. On a évidemment que les oméga 3 en complément. On a le resveratrol qui est donc excellent comme antioxydant. On a le magnésium qui va réduire les spasmes musculaires et qui va agir sur le reflux menstruel. On a la fameuse vitamine D, évidemment, immunomodulatrice, qui baisse l'inflammation. On a le zinc, il ne va pas agir directement sur l'endométriose, mais plutôt jouer un rôle dans l'immunité. On a une molécule épigalocatéchine galate, qui est intéressante puisqu'elle est antioxydante, mais elle va supprimer l'activation des oestrogènes et elle va permettre de diminuer les lésions d'endométriose. On a aussi la quercétine, que moi je rapproche du curcuma. Elle va notamment, cette quercétine, permettre de diminuer la FSH et la LH, et elle va moduler les récepteurs aux oestrogènes et la progestérone. On a également le sulforaphane, issu du brocoli, qui va activer les enzymes de phase 2 de la détox du foie, mais réduire aussi les xénoestrogènes. On a la N-acétylcystéine qui va diminuer la taille des lésions d'endométriose. On a les isoflavones de soja qui peuvent montrer, dans certaines études, une diminution du risque de développer une endométriose. On a le butyrate, dont on parle de plus en plus, qui est un excellent anti-inflammatoire et qui semble inhiber le développement des lésions d'endométriose, mais aussi réduire ces lésions. On a la vitamine A avec l'acide rétinoïque qui peut prévenir la prolifération des kystes d'endométriose. Et on a également les résolvines, qui sont des molécules qui sont dérivées des acides gras oméga 3, qui vont en fait aider à éteindre l'inflammation plutôt que simplement la diminuer. C'est vraiment l'extinction, résolvine comme résoudre. Et donc les résolvines de type 1, elles vont diminuer l'inflammation, et celles de type 3, elles vont plutôt inhiber la prolifération de l'endométriose. Et enfin, je vais citer le PEA, la mélatonine et les patchs au CBD. On a aussi des plantes qui peuvent être intéressantes, notamment, moi j'aime bien en massage, en local, pour la femme qui a des douleurs. Ça peut être intéressant d'utiliser la mélisse, mais aussi en donc local, l'huile essentielle de basilic, pour que la femme puisse se masser directement. Et enfin, une molécule dont on parle de plus en plus, c'est la lactoferrine. Donc c'est une glycoprotéine qui est produite par les neutrophiles. Et donc j'ai retrouvé 4 études qui retrouvent des résultats différents, mais assez encourageants, puisque donc on retrouve une diminution de la lactoferrine dans les formes initiales de l'endométriose, et donc ça pourrait jouer un rôle dans la progression de la maladie. Et donc la lactoferrine, puisqu'elle a un rôle dans l'inflammation, elle pourrait aussi venir jouer sur cette endométriose, mais on a besoin d'études un peu plus poussées, mais en tout cas c'est assez prometteur. Alors on a aussi une autre approche évidemment, puisqu'on parle de médecine intégrative, on va évidemment parler des hormones. Il faut favoriser un bon métabolisme des oestrogènes, et donc il faut détoxifier correctement ces oestrogènes. La voie royale, c'est la voie numéro 2, puisque les oestrogènes vont être moins oestrogéniques, et la voie défavorable, c'est la voie numéro 16, puisque les oestrogènes vont être 5 fois plus oestrogéniques qu'avant, mais surtout vont être génotoxiques et donc peuvent favoriser le développement de cancers hormonaux dépendants. Donc on peut utiliser l'indole 3-carbinol, le diindolméthane pour justement favoriser la bonne détoxification des oestrogènes. Il faut savoir que l'inflammation augmente les oestrogènes. Et alors, pour l'équilibre hormonal global, comme je l'ai dit, on peut avoir une hyperœstrogénie. Donc l'hyperœstrogénie, on va pouvoir la traiter donc avec le diindolméthane ou l'indole 3-carbinol. Et pour les femmes qui manquent de progestérone, on peut utiliser en phytothérapie l'alchémie et Gatilier en phase lutéale, donc deuxième partie du cycle. Donc il faut que la femme puisse s'observer correctement. Et on a également les oestrogènes bioidentiques d'un point de vue médicamenteux. Ce qui fonctionne bien aussi pour le syndrome prémenstruel, c'est l'huile d'onag, mais aussi l'huile de pépin de cassis. Donc ne pas hésiter aussi à en prendre en prémenstruel. Donc, on voit que cette complémentation en micronutrition va vraiment apporter un confort supplémentaire aux femmes. L'hygiène de vie, bien sûr, ne doit pas être négligée. L'alimentation, l'activité physique, la gestion du stress. Est-ce que tu peux brièvement nous parler de ces points-là ? Oui, bien sûr. Donc le stress, en fait, va avoir un impact direct sur l'inflammation, mais aussi sur les hormones, donc le fameux axe hypothalamo-hypophyso surrénalien, mais aussi thyroïdien. Et donc les techniques les plus connues, c'est le yoga, la cohérence cardiaque, la méditation, mais aussi avoir recours à la sophrologie. Et donc par rapport à l'activité physique, ce qui va être intéressant, c'est que ça va libérer des endorphines qui vont permettre de réduire les douleurs. Et on a également des activités un peu plus douces,
pour certaines femmes qui ont du mal à avoir une activité physique à cause de la douleur, ça peut être intéressant de faire de la marche. Et tout à l'heure, je parlais aussi un peu de plancher pelvien avec des douleurs pelviennes. Le pilate aussi peut être intéressant puisque ça renforce les muscles profonds. Alors tout à l'heure, dans l'accompagnement micronutritionnel, on a parlé de l'inflammation, on a parlé de la détox des œstrogènes, et précédemment, tu nous expliquais que beaucoup de femmes qui présentaient une endométriose avaient des troubles digestifs. On n'a pas évoqué la sphère digestive. Comment est-ce que dans ce contexte, tu le prends en charge? Alors, faut savoir que les troubles digestifs, pour moi, sont quasiment présents chez toutes les patientes et pour moi, les dysbioses sont très fréquentes dans l'endométriose. Et là, je vais vous parler d'un, c'est pas un concept, c'est connu, mais en tout cas, c'est ce qu'on appelle l'œstrobolome. Et en fait, l'œstrobolome, ce sont les bactéries qui vont participer à la régulation hormonale des œstrogènes. Et en fait, ce qui se passe, c'est que physiologiquement, le foie va venir conjuguer les œstrogènes avec l'acide glucuronique. On va sécréter le glucuronide dans les selles biliaires et ensuite c'est libéré dans l'intestin et ensuite c'est éliminé. Le problème, c'est qu'on a certaines bactéries comme les Escherichia coli qu'on connaît beaucoup, il y en a d'autres qui vont en fait produire ce qu'on appelle une bêta-glucuronidase et cette bêta-glucuronidase va venir déconjuguer les œstrogènes et donc vos œstrogènes au lieu d'être éliminés, eh bien en fait ils vont repasser par le foie puis repasser par l'intestin et en fait la femme n'arrive jamais à éliminer ces œstrogènes. Donc c'est important d'avoir un bon équilibre de la flore intestinale et donc c'est la raison pour laquelle pour moi il faut vraiment avoir un microbiote qui est bien équilibré. Et dans ce cadre-là, est-ce que tu proposes du calcium déglucarate? Est-ce que tu proposes des probiotiques? As-tu des souches spécifiques ou est-ce que le butyrate peut suffire justement à limiter cette inflammation et à optimiser l'équilibre du microbiote au sens large? J'ai envie de dire que tout est utile. Calcium déglucarate, oui, mais j'aime beaucoup parce que si je sais que ma patiente est en dysbiose, je sais que potentiellement elle aura une bêta-glucuronidase et donc j'ai besoin d'empêcher cette bêta-glucuronidase. Donc évidemment, je vais utiliser calcium déglucarate. Évidemment, je vais traiter la dysbiose. Bon, l'objectif d'aujourd'hui, c'est pas de faire un cours sur la dysbiose. Il y a plein de manières de la traiter. Par rapport à la question sur les souches, ce qu'on voit, c'est qu'en général, il y a une prédominance de mauvaises bactéries comme Streptococcus, Gardnerella, Escherichia, Shigella, Ureaplasma. Et donc, ça peut être intéressant de nettoyer, entre guillemets, ce microbiote avec, voilà, notamment, moi, je trouve que on n'a pas besoin d'antibiotiques, hein. Les molécules naturelles sont très importantes, sont très intéressantes. Et alors, les souches qui peuvent être bénéfiques, on a montré, il y a une étude qui montre un effet de Lactobacillus gasseri, mais on a d'autres souches explorées comme Lactobacillus acidophilus, Crispatus, mais aussi Streptococcus thermophilus. Bon là, on est plus dans le domaine de la recherche, j'ai pas trouvé beaucoup d'études, mais en tout cas, ça peut être intéressant. Et alors, en autre approche aussi, j'ai parlé du stress oxydant. Moi, en général, quand je dose les anticorps LDL oxydés, sont très souvent positifs en cas d'endométriose, parce que justement la femme a une pathologie inflammatoire. Il faut savoir que quand il y a de l'inflammation, on peut créer des radicaux libres et donc du stress oxydant. Il faut savoir qu'on a évidemment, on a parlé de l'environnement, bah évidemment tous les pesticides perturbateurs endocriniens, ça génère du stress oxydant. Le fait d'avoir un stress chronique crée ce stress oxydant également. Donc quelle est la prise en charge du stress oxydant? On revient à l'essence même de la médecine intégrative. Évidemment, c'est toujours plus intéressant de traiter la cause, c'est ce qui est le plus efficace. Mais on peut aussi avoir recours à certains antioxydants, et j'en ai déjà parlé, le resveratrol est intéressant, l'épigallocatechin galate, on a aussi le glutathion, le coenzyme Q10, l'acide alpha-lipoïque, la grenade fermentée qui est d'ailleurs très intéressante pour le microbiote. Donc on a pas mal de choses aussi pour gérer ce stress oxydant. Donc vous l'avez compris, on a beaucoup de pistes à explorer et à proposer aux patientes en santé fonctionnelle. Je rappelle que la prise en charge en santé intégrative, pour moi, elle est complémentaire et ça ne remplace pas un suivi avec le gynécologue, mais moi, j'accompagne mes patientes pour leur apporter quelque chose en plus. Ce qui est délicat avec l'endométriose, c'est que c'est une pathologie qui est multifactorielle. Souvent, il y a un retard diagnostique, donc la patiente a déjà beaucoup de symptômes. Donc nous, on va aborder l'endométriose sous des angles multiples. Et donc, on peut aussi gérer, là je parle au thérapeute au sens global, je pense qu'il faut revenir à l'essence même de la santé intégrative et vraiment se baser sur ce qu'on appelle les grands piliers, à savoir l'inflammation, l'oxydation, le microbiote, l'équilibre hormonal. Évidemment, il y a des spécificités pour l'endométriose, mais si déjà on reprend les bases, on arrive déjà à bien avancer. Et donc, comme je l'ai expliqué, c'est important aussi pour moi que mes patientes, elles s'impliquent, et en général c'est le cas, mais très important pour leurs femmes d'observer leur cycle, puisque au moins elles sauront quand est-ce qu'elles ovulent, et elles sauront quand est-ce qu'il faut démarrer leur traitement en phase lutéale pour justement éviter d'arriver
avant les règles avec des douleurs terribles. Et donc, moi, j'invite vraiment les femmes à observer leur cycle et donc notamment cette fameuse glaire cervicale. Et donc, il y a plein de professionnels de santé qui peuvent les aider à le faire. Merci beaucoup Julien pour cette magnifique grille de lecture pour accompagner les patientes endométriose. Je suis certaine que nos thérapeutes qui ont écouté ce podcast vont avoir plein de nouvelles choses à mettre en place dans leur activité. C'était vraiment un plaisir de faire ce podcast avec toi. Merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de nos paroles d'experts d'Energetica Natura. À bientôt. Merci.